Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Viens on discute. Aujourd'hui, je suis fatigué, il fait très chaud. Je me suis dit, pourquoi pas se faire un petit tournage ? Non, en vrai, ça va, en ce moment, je suis content. Ce soir, je vais à la release party de Bébé Jacques, ça va être très cool. Demain, j'ai un concert de Luigi à l'Olympia. Et lundi, PNL, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas. Après vous avoir raconté l'histoire des 10 albums les plus vendus de tous les temps, toutes musiques confondues, avec du Michael, du AC/DC, on s'attaque au rap. D'ailleurs, si vous le voulez, je peux éventuellement finir cette trilogie avec une vidéo sur les 10 albums les plus vendus de rap français. Moi, c'est pas prévu, mais si je vois que vous êtes tous chauds, on va dire à 200 commentaires, je la fais, voilà. En tout cas, si vous le voulez, je le ferai avec plaisir. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, en gros, le concept est très simple. Je me laisse 1 minute pour parler de l'histoire, du contexte de cet album, pourquoi il a autant marché, qu'est-ce qu'il y a comme tube, voilà. Dans un monde idéal, un monde avec une concurrence pure et parfaite, à la fin de cette vidéo, tu vas écouter tous les albums dont je t'ai parlé. Tu vas découvrir des pièces majeures de l'histoire du hip-hop. Parce que t'as 19 ans et t'as jamais écouté MC Hammer. Mais je suis pas con, j'ai jamais redoublé, donc je sais que tu le feras pas. Donc j'ai regroupé tous les meilleurs titres de ces 10 albums dans une seule et même playlist que tu pourras retrouver sur toutes les plateformes. Sauf Apple Music parce que c'est payant. Voilà, désolé, mais en même temps, je trouve que c'est un peu mérité. Attends, gros, je suis sur Apple Music depuis 3 mois, je te jure, la qualité. J'ai écouté le dernier Kanye avec, mais rien à voir en fait. En fait, c'est un chef-d'œuvre. Mes écouteurs, ils coûtent 20 balles, frère. Allez, je fais pas durer l'intro plus longtemps. Abonne-toi, on visait 50K d'ici cet été et on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. C'est parti. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Big Willie Style, 1997, 12 millions d'albums. Big Willie Style sort 10 ans après son premier album en duo avec Jazzy Jeff, alors qu'il s'appelait encore Fresh Prince. Mais comme sa pochette semble l'indiquer, entre-temps Will Smith est devenu un monument des États-Unis. Une belle vitrine de la méritocratie à l'américaine, en jouant dans une série, Independence Day et Men in Black. Cependant, la recette de sa musique, elle, ne change pas. Un rap cool, jiggy et flambeur qui ne brusque jamais l'auditeur. Rien à voir avec le rap sombre que proposait Nas ou Mobb Deep à la même époque. Du coup, ça plaît forcément à plus de monde, notamment en dehors du ghetto. Avec ce disque, il fait l'exploit de choper 2 Grammy de la meilleure performance rap avec Men in Black en 98, chanson enregistrée pour le film, et Getting Jiggy With It l'année suivante, un de ses plus grands tubes. Tout est fait pour que l'album cartonne. Il sample des tubes à tout va, du coup on retrouve du Stevie Wonder, du Kool and the Gang, et même du Earth, Wind and Fire. Construit comme un véritable blockbuster avec le hit Miami, l'album ne suffit pas à faire accepter Will Smith dans le milieu du rap, qui privilégiera petit à petit le cinéma. 50 Cent, Get Rich or Die Trying, 2003, 12 millions d'albums. Comme tous les garçons nés dans les années 90, j'ai pas pu passer à côté de cet album. On s'est tous pris 50 Eminem en boucle sur MTV. On n'a pas eu le choix. Cet album est très stratégique. Déjà, 50 a su brillamment marketer son image de gangster qui se prend 9 balles sans mourir. Je peux vous dire qu'en primaire, ça faisait parler tout le monde cette histoire. Ensuite, il a su donner à manger à tout le monde. Aux boîtes de nuit avec Inda Club et Pimp, aux filles avec 21 Questions, et même aux fumeurs de weed avec High All The Time alors qu'il fume même pas l'enfoiré. Enfin, il ramène la crème de la crème sur le disque. Snoop en outro sur le remix de Pimp, Eminem à la prod et au micro sur Don't Push Me, Nate Dogg pour un combat sanglant entre les plus grands hitmakers de l'histoire, et évidemment Dre qui le produit et qui donne ce côté West à un disque pourtant new-yorkais. 6 millions de ventes en une année. Voilà comment un album change la trajectoire de l'industrie, puisqu'après ce succès, tous les rappeurs tenteront de l'imiter, même en France. Bref, cet album s'écoute toujours aussi bien aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre. Outkast, Speakerboxxx The Love Below, 2003, 13 millions d'albums. Les cas de double album sont compliqués à gérer dans cette vidéo puisque la RRIA, l'organisme qui gère les ventes aux États-Unis, double leurs ventes. On est plutôt sur 6 millions de ventes réelles, mais bon, c'est toujours cool de parler d'Outkast, ce groupe légendaire. Effectivement, chaque album sorti depuis 1994 était une occasion de repousser leurs limites, musicalement et commercialement. Comme si un dieu de la musique, tout là-haut, les remerciait pour les risques pris. Construit et pensé comme 2 albums solo, André 3000 et Big Boi ont finalement préféré le vendre sous l'étiquette d'Outkast. Et son succès sera sans précédent. C'est le premier album de rap au monde, sacré album de l'année aux Grammy Awards, en 30 ans d'existence. Le premier disque, Seekerboxxx, est le chef-d'œuvre de Big Boi qui varie constamment les ambiances entre de l'électro, du funk, du rock, des tempos sudistes ou du crunk. Avec son acolyte à la prod, il signe une œuvre résolument majeure du Dirty South en plein boom dans les années 2000.
André 3000, lui, propose un second CD sulfureux, basé sur une histoire d'amour. Et The Love Below démolit toutes les limites que le rap pensait lui imposer. On retrouve du jazz, du funk, du blues, de la soul, de la guitare acoustique. Le Salos permet même de revisiter John Coltrane en version drum and bass. André nous livre une performance intrigante, aboutie et sensuelle. C'est même plus du rap, et rien de surprenant pour un mec aussi fasciné par Prince. À mon avis, il a ouvert les vannes pour des mecs comme Tyler ou Frank Ocean, mais c'est pas le sujet. Évidemment, le succès du double album est lié à Hey Ya, plus grand hit de l'histoire du groupe. Bref, écoutez ces deux disques, le premier plus conventionnel avec un groove sans pareil, et le second plus excentrique. Je sais que j'ai dépassé la minute, mais c'est pas grave, j'ai pris du temps sur le suivant, et vous allez comprendre pourquoi. Eminem, Curtain Call The Hits, 2005, 13 millions d'albums. Après The Eminem Show en 2002, encore en 2004, Curtain Call en 2005. Ça signifie le dernier appel en gros, la fin du spectacle. À sa sortie, Eminem le vend comme son possible dernier album. Très malin. Il en a marre de la musique, il a déjà tout réussi, il voit jamais sa fille. C'est ce qu'il explique dans le seul titre inédit When I'm Gone, morceau terriblement touchant. Le second couplet où sa gamine lui dit « Vas-y papa, va sur scène leur montrer que tu les aimes plus que ta famille ». Boah... Si j'étais pas viril, je pourrais sûrement lâcher une larme. Petite anecdote, quand j'étais adolescent, je savais pas du tout que c'était une compile des plus gros hits, donc je répondais Curtain Call quand on me demandait mon album préféré d'Eminem. Bon, en même temps, logique, il y avait que des chefs-d'œuvre dessus, c'est normal que je réponde ça. Bref, on retrouvera le mec de Détroit plus tard dans le classement, donc je vous propose qu'on passe à la suite. Vanilla Ice, To The Extreme, 1990, 15 millions d'albums. C'est dingue. Le mec a fait le 6e album le plus vendu de tous les temps d'une musique qui me parle un minimum, même si je suis beaucoup plus rap français, et je connais ni sa musique, ni son nom. Un peu comme Meat Loaf dans la vidéo précédente. Seul blanc dans son groupe de breakdance, tous ses potes l'appellent Vanilla, jusqu'à ce que ça devienne son nom d'artiste. Effectivement, à la fin des années 80, les blancs sont très peu nombreux dans le hip-hop, et surtout aux États-Unis, où encore aujourd'hui représentent une infime minorité de rappeurs par rapport à chez nous. Je te le présente rapidement, en gros c'est un mec de Dallas qui adore la moto, il s'est fait poignarder 5 fois dans une bagarre peu avant cet album, et il est sorti avec Madonna. Une vie bien remplie. Il a failli rejoindre l'écurie Def Jam, mais c'est finalement SBK Records qui produira ce mastodonte. Et Def Jam a sûrement eu un petit goût de sel de Guérande quand il a fait numéro 1 du top album pendant 16 semaines consécutives. Pourquoi ce score ? Grâce à l'immense tube Ice Ice Baby. Une légende raconte que Suge Knight l'aurait suspendu à un balcon d'hôtel pour qu'il lui cède les royalties du morceau. Il a toujours nié, mais en même temps il meurt s'il dit le contraire. Et je m'excuse d'avance pour cette phrase, mais ce morceau a le même effet sur l'industrie que le tsunami de 2004 sur le Sri Lanka. Toutes les radios le passent en boucle. Mais sans vouloir lui manquer de respect, j'ai toujours du mal à comprendre comment tu peux vendre un album 15 millions de fois grâce à un seul tube. Ok, tu vends des singles à la limite, mais pas des albums en entier. Et je sais pas, en plus j'ai l'impression que California Love par exemple, c'est un plus gros tube que ça, genre tout le monde le connaît. Mais pourtant, il n'y a pas All Eyes on Me dans ce classement, voilà, désolé, je spoil, mais je suis énervé. MC Hammer, Please Hammer Don't Hurt Them, 1990, 18 millions d'albums. C'est marrant parce que c'est exactement la même année que Vanilla Ice et à peu près le même schéma. C'est-à-dire un album qui surperforme par rapport au reste de sa carrière grâce à un gigatube, et encore plus dans ce cas-là. Après 2 albums vendus respectivement à 60 000 puis 2 millions d'exemplaires, MC Hammer change de direction musicale pour un album plus pop. Choix plutôt réussi puisqu'il se classe numéro 1 pendant 21 semaines. C'est presque la moitié d'une année. Avec ce disque, MC Hammer n'est plus qu'un simple rappeur. C'est une star du divertissement qui danse, qui chante, on le voit tout le temps à la télé. Il utilise la même technique que Will Smith, ou Jul 25 ans plus tard, en reprenant des samples de tubes pour se les réapproprier. Mais si le disque fonctionne autant, c'est évidemment grâce à You Can't Touch This. Et plus jeune, quand j'écoutais Beau Gosse de DC's, j'avais aucune conscience que c'était une reprise. Je suis un beau gosse. Pour l'anecdote, c'était le premier album à faire diamant aux États-Unis, donc 10 millions de ventes. PG. J'ai une mise d'éducation en Floriline, j'avais ras le cul de faire les accents en anglais là. 1998, 20 millions d'albums. Cet album est fascinant et si tu l'as jamais écouté, je t'en conjure, arrête cette vidéo tout de suite et va l'écouter. C'est trop important. Le 25 août 98, soit à peine une semaine après le couplet de Booba dans la lettre, Lauryn Hill nous offre son chef-d'œuvre. Ce disque est une photographie des 2 dernières années de son autrice, entre la séparation des Fugees, son nouvel attrait pour la Bible, et son premier enfant Zion, qu'elle a eu avec un des 84 fils de Bob Marley, qui donne un morceau somptueux.
D'ailleurs, lorsqu'elle est à court d'inspiration dans la jungle new-yorkaise, Juan Marley lui conseille de venir enregistrer à Kingston, d'où l'accent jamaïcain dans quelques titres. En froid avec Wyclef Jean des Fugees, avec qui elle a eu une relation secrète, elle est persuadée qu'aucun musicien ne souhaite venir sur son album à cause de lui. Du coup, elle ramène une équipe de jeunes du ghetto, les New Ark, avec qui elle fabrique l'album. Et c'est un chef-d'œuvre. Un mélange entre rap, R&B, reggae et New Soul. L'album profite de son aura déjà installée et cartonne. 400 000 ventes dès la première semaine. Cependant, Lauryn Hill n'aurait pas bien géré les droits d'auteur et les New Ark se sentent complètement bernés. La suite est cauchemardesque pour Lauryn Hill qui sombre dans la paranoïa et devient, d'après les dires, une diva insupportable à seulement 23 ans. Et elle ne sortira plus jamais de musique. Heureusement, rien qui n'entrave la qualité de ce disque. On passe au podium et on quitte pas Lauryn Hill. Fugees, The Score, 1996, 22 millions d'albums. Si par hasard tu te retrouves à avoir le contrôle de la JBL en début de soirée et que tu paniques un peu parce que tes potes c'est un peu des enfoirés qui jugent, t'inquiète, mais cet album. Sorti la même année que Kobe dans mon générique d'ailleurs, comme quoi. À peine 3 ans après cette assemblée, les Fugees lâchent leur album définitif. Faut se rendre compte que Lauryn Hill n'avait que 20 ans et le plus vieux 25. Vous faisiez quoi vous à cet âge-là? Non, en vrai la culpabilité c'est un truc de connard. On fait ce qu'on veut et surtout ce qu'on peut à 20 ans. Personnellement j'étais dans le whisky. Ce disque chevauche parfaitement la limite entre la rue et le grand public. Il sort le ghetto de sa zone de confort pour l'amener dans tous les salons de l'Amérique. Les Fugees sont complètement en dehors du conflit Est-Ouest si prépondérant à cette époque. Comme s'ils étaient à côté du game. D'ailleurs, Lauryn Hill a cette super phrase dans Ready or Not: « Pendant que tu imites Al Capone, je suis Nina Simone et je défecte sur ton microphone ». Le disque est presque une ode à leur enfance, tant il est blindé de tout ce qu'ils ont pu écouter à la maison. Entre de la soul, du reggae avec leurs origines caribéennes et des reprises de tubes. Et c'est précisément une reprise de Roberta Flack qui balance le groupe sur le devant de la scène et lui permet des millions de ventes. The Beast est un titre funky sur les violences policières que subissent les Afro-Américains. Et tout l'album est parsemé d'un propos social et politique fort. Parfois dans un track entier, parfois un peu plus discrètement. Rien de surprenant pour un groupe qui a choisi pour Blaze les réfugiés. Cet album, hors du temps, remporte le Grammy du meilleur album de rap et s'écoule à plus de 20 millions d'exemplaires. Le succès fut sûrement trop lourd à porter pour le groupe, qui ira visiter des contrées lointaines et solitaires après ce second album. Alors pour les 2 derniers disques, plus que pour les précédents, j'ai tenté de trouver les chiffres les plus exacts, mais sachez que c'est impossible puisqu'ils se vendent encore tous les jours. Toutes les années, ils prennent 500 000 ventes. Donc à prendre avec des pincettes, mais en tout cas il me semble que c'est le bon ordre, même si c'est extrêmement serré. Eminem, The Marshall Mathers LP, 2000, plus de 32 millions d'albums. Pendant très longtemps, c'était l'album le plus vendu de l'histoire du rap avant qu'il se fasse dépasser par... Bah non, attends une minute. 1,7 million de ventes en première semaine aux États-Unis. C'est le record pour un rappeur. Bon, c'est 2 fois moins qu'Adele en 2015, mais 14 fois plus que Civilisation. Voilà l'album d'un mec qui vient de vivre un premier gros succès avec The Slim Shady LP. Tu le sens complètement omnibulé par sa célébrité ou des histoires de meurtres sordides. Certains artistes sont apaisés après un disque d'or, lui pas du tout. Son écriture est très cinématographique, notamment dans Kim. C'est carrément un film d'horreur sans images. 3 couplets où il crie à sa femme qu'elle va finir morte dans le coffre avant de la tuer à la fin du morceau. C'est glaçant et honnêtement c'est difficile à réécouter en entier. La fin, c'est insoutenable. You were supposed to love me! Mais c'est aussi ce qui fait son succès. La controverse, le personnage du white trash qui joue à fond pour choquer et qu'on se demande s'il le pense vraiment. Dr Dre qui le produit sait très bien ce qu'il fait. Mais attention, il est loin d'exister juste pour ses histoires de psychopathe et son personnage. En 2000, c'est sûrement un des meilleurs rappeurs du monde avec Jay-Z et Booba. Il a encore un pied dans les ambiances underground et l'autre dans le rap mainstream avec 4 immenses tubes. Et surtout, Stan. Quel morceau, quel clip, quel sample de Dido. Il marquera toute une génération au point où on dit d'un mec trop fan que c'est un Stan. Bref, Eminem lance son prime absolu et ça va être difficile de faire mieux. À moins que... The Eminem Show, 2002, plus de 33 millions d'albums. Eminem Show parce que désormais, sa vie est un spectacle, un divertissement qui fait parler tous les Américains. D'une part pour ses storytelling morbides, mais aussi parce qu'il a pris la place de numéro 1 d'un art afro-américain. Encore une fois, les Blancs s'approprient une culture. Et il est conscient qu'il n'aurait pas vendu la moitié de ce qu'il a fait s'il était noir. Sauf qu'avant le succès, c'était pas un si grand avantage d'être blanc. Tous les labels se foutaient de sa gueule, sûrement une des raisons pour laquelle il a percé si tard d'ailleurs. Parce que avant Dr Dre, personne ne voulait produire Eminem. Et il lui a bien rendu en lui redonnant sa gloire d'antan. Voilà à peu près les propos de White America, la première piste explosive du CD, classique absolu de son répertoire. Il enchaîne avec Business, un track bien West Coast produit par Dre dans lequel il dit « You're about to witness hip-hop in its most purest, most rawest form for almost flawless ».
Yeah. You about to witness hip-hop in its most purest, most rawest form, flow almost flawless. Un flow sans défaut. C'est chaud, putain. Mais Dre prend un peu de recul sur ce disque puisqu'il n'a que 3 prods, contrairement à Eminem qui s'impose comme son propre producteur avec 12 prods. En 2002, Eminem a envie de s'ouvrir, en chantant dans le morceau dédié à sa fille en explorant des sonorités rock avec Sing for the Moment et Superman. Tu sens qu'il vieillit et qu'il perd un poil de folie, même s'il n'hésite pas à dire à sa mère que sa petite fille ne sera pas là à son enterrement. Et Without Me, tube de l'album, nous rappelle qu'il n'a rien perdu de sa célèbre arrogance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série des 10 albums en 10 minutes. Si vous voulez la version française, allez-y, commentez. 200 commentaires, je vous rappelle. Dans tous les cas, la prochaine vidéo, ça sera pas celle-là, j'en ai déjà prévu une autre, et je pense qu'elle vous plaira. À dans 2 semaines si Dieu est grand, et la bise.